Née dans les collines sauvages de la Calabre, la 'Ndrangheta est passée d'une société d'honneur locale à l'une des mafias les plus puissantes au monde. Elle a bâti son empire sur les liens du sang, le secret et une capacité extraordinaire à s'étendre au-delà des frontières. Aujourd'hui, elle domine le commerce mondial de la cocaïne, contrôlant les routes clés entre l'Amérique latine et l'Europe. Avec des revenus dépassant 50 milliards d'euros par an, les clans ont infiltré la politique, la finance et les secteurs légaux. Et pourtant, la plupart des gens en dehors de l'Italie n'ont jamais entendu leur nom. Malgré les efforts des forces de l'ordre pour les combattre, leur structure les rend extrêmement résistants. La 'Ndrangheta n'est pas seulement la mafia de la Calabre, c'est une puissance criminelle mondiale. Comment ce syndicat fondé sur des liens familiaux est-il devenu l'une des entreprises criminelles les plus puissantes de la planète? Et pourquoi est-il impossible de l'infiltrer? Voici l'histoire de la 'Ndrangheta. Le mot 'Ndrangheta vient du grec. Il signifie « homme courageux ». Mais leur histoire ne commence pas par le courage, mais par un mythe. Tout comme les triades sont issues de sociétés secrètes dans la Chine ancienne, la 'Ndrangheta ne fait pas exception. La légende remonte à 1412. 3 chevaliers espagnols, Osso, Mastroso et Carcagnoso, sont arrêtés pour avoir vengé leur sœur abusée. Mais les 3 hommes ne restent pas les bras croisés. Au cours de 30 années, ils rédigent des codes, des règles et des rituels d'initiation pour une nouvelle organisation qu'ils appellent la Guardunia. Finalement, Osso fonde la Cosa Nostra en Sicile. Mastroso établit la 'Ndrangheta en Calabre et Carcagnoso fonde la Camorra en Campanie. Est-ce vrai? Probablement pas. Le mythe fournit surtout une justification sociale pour le milieu, suffisamment romanesque pour séduire de jeunes hommes en quête de sens. Les vraies racines de la 'Ndrangheta sont bien plus sombres. L'organisation est vraisemblablement née dans la période précédant l'unification italienne, au sein des prisons espagnoles. À l'époque, plusieurs sectes se répandent à travers l'Europe, attirant des criminels. Leur premier business consistait à forcer d'autres détenus à payer des contributions religieuses et à gérer les jeux d'argent en prison. Aujourd'hui, ils dirigent le commerce mondial de la cocaïne et emploient plus de 50 000 membres. La question est, comment ont-ils réussi à tenir tout ça ensemble? La réponse, c'est le sang. Pour rejoindre l'organisation, il faut généralement faire partie d'une famille appelée Ndrina. Dès la naissance, un membre est désigné comme jeune homme d'honneur. Pour éviter les conflits constants entre familles, plusieurs clans d'une même zone sont regroupés dans ce qu'on appelle une locale. Chaque locale est dirigé par un patron connu sous le nom de capo local, qui contrôle à la fois les affaires et les disputes internes. Le patron ne travaille pas seul. Il a un comptable pour gérer l'argent, le conciliaire, et un homme appelé le crimine pour gérer la violence. Ensemble, ils forment l'équipe de direction. Au sein de chaque local, il y a 2 niveaux. La société majeure, qui est le cercle dirigeant, et la société mineure, composée des familles elles-mêmes. Entre les deux se trouve une figure appelée le mastro, dont le rôle est de transmettre les informations et les ordres à travers l'organisation. Au fil des années, la 'Ndrangheta s'est développée à l'international. Les locales ont été regroupées sous de grands districts comme l'Ionien, le Central et le Tyrrhénien. Mais la structure reste fondamentalement la même. Au sommet de l'ensemble se trouve un conseil appelé la Provincia, qui empêche essentiellement les clans de s'entretuer. Les noms des membres actuels de la Provincia sont toujours secrets. Cependant, une opération policière appelée Il Crimine en 2010 a conduit à l'arrestation de Domenico Oppedisano, Antonio Cataldo et Bruno Zucco en tant que membres du conseil. Pour les étrangers qui veulent rejoindre l'organisation, le chemin est très difficile. Un candidat doit être soigneusement sélectionné, souvent en raison de sa loyauté, de son utilité ou de ses connexions. Il est ensuite présenté au groupe par quelqu'un qui en fait déjà partie, et les familles décident ensemble s'il peut être digne de confiance. Si accepté, le nouveau venu passe par un rituel secret. Il prête un serment de loyauté, souvent en jurant sur une image sainte, tout en se piquant le doigt pour verser du sang. La carte est ensuite brûlée, symbolisant que sa vie appartient désormais à l'organisation. À partir de ce moment, il est lié à la 'Ndrangheta par le sang, le secret et l'obéissance. En fin de compte, la structure organisationnelle basée sur la lignée et les pratiques religieuses partagées rend la 'Ndrangheta presque impossible à infiltrer. Mais au-dessus du sang, ce qui les unit vraiment, c'est l'argent. Et aucun business ne les a rendus plus riches que la cocaïne. Dans les années 1970, l'organisation se spécialise dans les enlèvements. Cela génère suffisamment de revenus pour investir dans le trafic de drogue 10 ans plus tard. Leur premier essai, c'est l'héroïne. Mais ils découvrent rapidement la cocaïne. C'était le jackpot.
Leur vraie percée arrive au début des années 1990. À l'époque, la Cosa Nostra s'approvisionnait en cocaïne auprès des cartels colombiens et la revendait à la 'Ndrangheta. Mais après que la Cosa Nostra a assassiné 2 célèbres juges anti-mafia, le gouvernement italien frappe dur. Et pendant que le monde les regardait brûler, la 'Ndrangheta concluait discrètement des accords avec les cartels colombiens anciennement liés à la Cosa Nostra. Au même moment, la demande de cocaïne en Europe explose après que le gouvernement américain lance sa guerre contre la drogue. Toutes les conditions sont réunies pour le succès. La question était, comment allait-il gérer la distribution? La réponse est simple, le port de Gioia Tauro en Calabre. Dès que le port est devenu opérationnel en 1995, les familles Piromali, Mollet, Bellocco et Péché ont commencé à utiliser le racket du travail et l'extorsion pour faire pression sur les travailleurs. À ce moment-là, le port enregistrait plus de 500 000 cargaisons par an. Pendant des années, la 'Ndrangheta a ainsi fait passer plus de 90% de la cocaïne européenne par Gioia Tauro. Mais face à une surveillance accrue, leurs méthodes ont évolué. L'une des techniques efficaces qu'ils utilisent s'appelle le rip-off. Voilà comment ça fonctionne. La 'Ndrangheta recrute un employé du port qui brise le sceau douanier d'un conteneur et cache de la cocaïne dans une cargaison normale sans que la compagnie maritime ne s'en aperçoive. Une fois le conteneur arrivé à destination, des soldats communément appelés nettoyeurs l'ouvrent, récupèrent la cocaïne et le referment en quelques minutes. Quand la police a commencé à s'en apercevoir, la 'Ndrangheta a affiné ses méthodes. Ils ont commencé à racheter des sociétés de fret en difficulté. Ainsi, ils pouvaient faire passer des marchandises par le port sans éveiller les soupçons. Des rapports indiquent que la cocaïne passée en contrebande par le port de Gioia Tauro est pure à 90%. Ce qui signifie qu'elle peut être coupée jusqu'à 4 fois avant d'être vendue au consommateur final. Entre 2011 et 2014, plus de 50 tonnes ont transité par le port. Étant donné que le prix de rue moyen de la cocaïne en Europe occidentale se situe entre 60 et 70 € le gramme, l'organisation engrange des milliards d'euros chaque année. Pour chaque saisie policière, environ 9 chargements de drogue passent entre les mailles du filet. Mais ce qui empêche les autorités de les démanteler définitivement, c'est un code du silence qui fait peur. Comme on l'a vu, la façon dont la 'Ndrangheta a été construite la rend presque impossible à infiltrer, et ses membres ne parlent presque jamais. Mais de temps en temps, quelqu'un brise le silence. Parfois en se retournant même contre sa propre famille. Ces rares insiders deviennent souvent des informateurs clés pour les opérations policières contre la mafia. Depuis la découverte de la 'Ndrangheta, les autorités ont mené plusieurs opérations pour la combattre. L'une des plus réussies s'appelait l'opération Pino. En 2014, des agents de la police italienne et du FBI interceptent un chargement de cocaïne destiné au marché de New York et européen. Les autorités italiennes travaillaient avec le FBI depuis des mois. Grâce à des écoutes audio et vidéo, ils découvrent quelque chose. Une famille utilisait une pizzeria dans le Queens comme façade pour faire passer de la cocaïne vers New York et la Calabre. Il ne faut pas longtemps pour qu'un homme du nom de Gregorio Gigliotti et toute sa famille soient arrêtés. 2 mois plus tard, les forces de l'ordre saisissent 260 kg de cocaïne. En 2020, lors d'une opération conjointe entre les autorités françaises et italiennes, plus de 550 policiers sont déployés. Ils avaient dans le viseur un groupe d'hommes liés à la mafia. La police avait clairement été renseignée. Mais qui oserait balancer la 'Ndrangheta? Si vous trahissez la 'Ndrangheta, vous êtes un homme mort qui marche. Maria Concetta Cacciola en est l'exemple. Née au sein du syndicat, son mari et sa famille l'ont horriblement maltraitée. Elle a alors fui cette vie et est devenue informatrice de police. Elle a tout dit, des cachettes d'armes secrètes, des détails sur le racket et même plusieurs meurtres. Elle a laissé ses enfants derrière elle et s'est enfuie. En 2011, malgré les avertissements de la police, elle est retournée au domicile familial pour récupérer ses enfants. Cette décision l'a tuée. Une fois à l'intérieur, sa famille l'a soumise à plusieurs jours de torture psychologique avant de la forcer à avaler une bouteille entière d'acide muriatique hautement corrosif. Quelques personnes comme Giuseppina Pesce survivent effectivement à une trahison, mais elles passent le reste de leurs jours dans l'isolement et la terreur. La 'Ndrangheta contrôle presque tous ses membres. Elle les tient en laisse et permet au syndicat de continuer à jouer son dangereux jeu de cache-cache avec les flics.
Une partie de leur force vient aussi de la façon dont ils investissent dans la prochaine génération. Certains successeurs ne deviennent pas des mafieux dans la rue. Ils deviennent avocats, banquiers, voire politiciens. Ils servent de pont entre le monde souterrain et le monde que nous voyons tous. Mais aucun empire ne reste au sommet éternellement. Ces derniers temps, les équipes albanaises montent en puissance. Au début, ils étaient de simples coursiers qui déplacèrent de la drogue par-ci par-là. Mais ils ont appris les rouages, construit leurs propres contacts avec les producteurs et ont commencé à diriger le jeu eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils pourraient bientôt rivaliser avec les Calabrais. La 'Ndrangheta semble s'en accommoder. Quand l'argent se compte en dizaines de milliards, il y a de la place pour des partenariats.